Vous avez dit que l'objectif de votre contribution est de faire en sorte qu'il y ait un débat public en dehors de l'AI. À ce sujet, je vous demande si vous pouvez nous rassurer que les échos de votre livre pourront influer sur le procès de l'AI pour que Laurent Gbagbo ait un chemin profitable. Deuxièmement, concernant l'expédition d'Abidjan, pourrez-vous dire les raisons pour lesquelles Paris étouffe-t-elle les affaires des 9 soldats tués à Bouaké et l'affaire de votre collègue journaliste canadien, franco-canadien, qui fait troisièmement, est-ce que vous faites partie de Laurent Gbagbo? Si oui, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait une plainte contre vous par rapport à la personne que vous accusez, si c'est une accusation? Merci. Écoutez, c'est très simple. Hein. Est-ce que je fais partie des Laurent Gbagbo? Bon, il faut aller lui poser la question. Je pense que j'ai cru entendre qu'il a demandé à certains de ses collaborateurs s'ils ont lu le livre. Donc, pour ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, c'est sûr que s'il a lu le livre, il espère bien que ce livre va peut-être participer d'une manière ou d'une autre à sa défense, parce que s'il s'agit simplement de la crise post-électorale, il n'a rien à faire à l'AE, puisque c'est pas lui qui était en train de massacrer les gens qu'on a vus pendant la crise post-électorale à Abidjan. C'est pas lui qui a demandé une intervention militaire dans un dossier qui relevait tout simplement de la compétence de la Cour constitutionnelle ivoirienne. C'est pas lui qui a demandé que les gens aillent se regrouper au Golfe pour essayer de là-bas d'essayer de déstabiliser le pays. Donc, s'il s'agit simplement de la crise post-électorale, il n'a rien à faire à l'AE, il n'y a absolument rien. Bon, est-ce que il va y avoir une plainte contre moi? Ben écoutez, depuis, le livre est sorti depuis le mois de novembre. Bon, généralement, il y a 3 mois pour porter plainte en diffamation. Si Dominique Nouvian n'a pas porté plainte jusqu'à présent, si M. Alassane Ouattara n'a pas porté plainte jusqu'à présent, si M. de Villepin et les autres n'ont pas porté plainte jusqu'à présent, je pense que je doute fort qu'ils puissent le faire, parce que je crois que s'ils le font, il y a beaucoup plus de risques à le faire qu'à ne pas le faire. Pourquoi ils étouffent, les autorités françaises étouffent les affaires sur lesquelles le président Gbagbo a été accusé, que ce soit l'affaire de Bouaké ou l'affaire Guillaume Kiefer? Sur la première affaire, l'affaire de Bouaké, écoutez, c'est très simple. Michel Alliot-Marie a dit que c'est le président Gbagbo qui avait pris la responsabilité, ça a été dit publiquement, il a pris la responsabilité de ce qui s'est passé à Bouaké. Bon, lorsque je mène mon enquête, la première chose que me dit Maître Balland, l'avocat des soldats français, lorsque je rentre dans son cabinet, il me dit, Monsieur Nana, vous enquêtez sur Bouaké, mais je ne veux plus entendre parler du nom du président Gbagbo dans ce dossier. C'est l'avocat des soldats français qui me dit ça. Bon, évidemment, j'avais déjà un certain nombre d'informations et lorsque je vais beaucoup plus loin dans mon enquête, j'interroge le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur du Togo qui avait procédé à l'arrestation des mercenaires biélorusses qui venaient d'Abidjan. Il me dit, j'ai essayé par tous les canaux. J'ai essayé par le canal des services de renseignement français. J'ai essayé par le canal du ministère de la Défense. J'ai essayé par le canal du Quai d'Orsay. Et même par le canal du ministère de l'Intérieur de l'époque pour essayer d'obtenir l'extradition
des Biélorusses qui avaient été arrêtés à Lomé parce que nous suspections ces gens-là d'être impliqués dans les événements de Bouaké. Et la réponse qui lui avait été donnée était que les autorités françaises ne voulaient pas en entendre parler. Et lorsque je regarde, Marie dit explicitement qu'il n'y avait pas de base juridique pour arrêter les Biélorusses qui étaient suspectés. Ce qui est totalement faux, parce qu'il y a une loi qui a été adoptée au Parlement français en 2003 qui, concernant les activités de mercenariat, qui autorise toute autorité française à pouvoir interpeller et juger des gens qui sont impliqués dans des opérations de mercenariat. Bon, ce qui était visiblement le cas des Biélorusses qui avaient été arrêtés à Bouaké, donc certains d'entre eux conduisaient les Sukhoi 25. Bon, j'obtiens l'intégralité de l'audition de Michel Alliot-Marie et je me rends compte que le ministre de la Défense manque point par point sur différents aspects de son intervention. Et j'obtiens également les témoignages des officiers français qui étaient à Bouaké, qui étaient à Abidjan et qui avaient procédé à l'arrestation et à l'interrogation des Biélorusses. Il se trouve que parmi eux, il y avait des gens des services de renseignement et du renseignement militaire, mais également des forces spéciales françaises. Donc, qui suivaient presque minute par minute, qui filmaient et qui enregistraient tous les faits et gestes des Biélorusses. Depuis leur arrivée d'Abidjan jusqu'au départ de Bouaké, etc. Et Michel Alliot-Marie dit qu'il n'y avait aucune information fiable concernant ces gens-là. C'est-à-dire qu'elle tient un discours qui est totalement méprisant pour les agents des services de renseignement français qui faisaient ce travail. Et lorsque vous regardez les auditions des officiers français, et vous regardez l'audition de Michel Alliot-Marie, mais la différence est flagrante. Pire, le niveau de mensonge qu'elle affiche, puisqu'elle le fait en plus sous serment, elle le fait sous serment, et est affligeant. Et j'ai pu rencontrer par la suite, parce que je ne voulais pas simplement m'arrêter à interroger, j'ai eu aussi des témoignages des officiers français de façon confidentielle, mais je ne voulais pas me contenter simplement de ce que m'avait dit après le témoignage du ministre togolais de l'Intérieur sur ce qu'il avait vécu, et lorsqu'il m'a dit qu'il sentait qu'il était en train de battre tous les records de détention provisoire, puisqu'il avait conservé ces gens pendant 15 jours en état d'arrestation à Lomé. Et qu'au bout de 15 jours, il m'a dit, si ces gens avaient pris des avocats, ils auraient pu nous attaquer, parce qu'ils étaient détenus sans jugement. Et nous, on n'attendait qu'une seule chose, c'est que la France nous donne l'ordre d'extrader. Cet ordre n'est jamais venu. Au contraire, l'ordre est venu de les libérer. Je discute avec Madame Brigitte Reynaud, donc la juge qui était chargée, la première juge qui était chargée de mener l'enquête sur les événements de Bouaké. Et j'ai eu de longs entretiens avec elle à de nombreuses reprises. Elle me dit clairement que les autorités françaises ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher que l'enquête aille jusqu'au bout. Par la suite, je découvre la lettre qui avait été écrite par la juge Florence Michon, donc celle qui a remplacé Madame Brigitte Reynaud, adressée à Bernard Kouchner. Vous savez, Bernard Kouchner, le grand défenseur des Tutsis au Rwanda, qui défend les Somaliens, les Kurdes et je ne sais quoi encore, les Bosniaques, parce que la juge Michon demande tout simplement la déclassification des documents ivoiriens, donc des documents, des rapports, différents rapports qui avaient été confidentiels, qui avaient été envoyés à Paris. Et parmi ces documents, il y a le rapport de l'ambassadeur de France, M. Le Lidec,
un de ces rapports, donc notamment le rapport de fin de mission, qui apporte un certain nombre d'informations sur les événements de Bouaké qui intéressent la justice. Et Bernard Kouchner répond au juge Michon qu'on ne va pas déclassifier ces documents, donc ce rapport-là. Il est évident que de ce que j'ai pu comprendre, et de ce que je suis d'ailleurs pas seul à comprendre, mais qu'un certain nombre de gens proches du dossier ont compris, et les informations que j'ai pu voir aussi, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est intéressant et quand même curieux que depuis qu'on agite le chiffon rouge autour de ce dossier, plus on agite le chiffon rouge, plus les gens rentrent sous le sol. Que l'opération 2004 de Bouaké ne visait qu'une chose, c'était de renverser le président Gbagbo. Ça, c'est le fond de l'affaire. Et il fallait utiliser l'artifice selon lequel le président Gbagbo aurait ordonné le bombardement du camp français de Bouaké pour que cette opération puisse se réaliser et surtout puisse avoir une légitimité. Mais aujourd'hui, comme ils n'avaient pas prévu la mort de certains de leurs soldats et des blessés dans cette opération, les gens sont très gênés du fait que on n'est plus là sur le terrain de la politique, on est sur le terrain judiciaire. Et les différents aspects que peut prendre l'enquête vont amener d'une manière ou d'une autre à comprendre pourquoi ce qui s'est passé en 2011 avait déjà 4. Et que ce soit le rapport sud-africain, que ce soit les différents rapports et les témoignages que j'ai pu avoir de certains officiers, il est clair. D'ailleurs, vous aurez remarqué dans l'affaire Poncet, dans l'affaire général Poncet, parce que j'ai interrogé le général Malocène qui témoigne pour la première fois dans le livre, et on voit très bien pourquoi les différents journalistes évitent de donner la parole au général de Malocène, qui était l'adjoint du général Poncet. On constate qu'au moment où l'affaire de Bouaké commence vraiment à intéresser les médias, c'est à ce moment que Michel Alliot-Marie organise une énorme conférence de presse pour parler de l'affaire Mahé. On dirait que l'affaire Mahé est beaucoup plus importante que l'affaire de Bouaké. L'affaire de Bouaké, c'est 9 soldats français. L'affaire de Mahé, c'est pas que Mahé n'est pas important, mais pour le ministre français de la Défense, Mahé ne peut pas être plus important que les 9 soldats français de Bouaké. Et donc, lorsqu'elle déclenche cette opération, qui est un véritable écran de fumée sur Mahé, c'est pour empêcher que les gens aillent plus loin dans le dossier de Bouaké. Et à l'époque, l'ensemble de la presse française a couvert Michel Alliot-Marie d'éloges du fait qu'elle était déterminée à remettre de l'ordre dans l'armée, etc., etc. Mais quand on va au fond des choses, c'est que le général Poncet, qui reçoit le coup de téléphone de M. Benteja, chef d'état-major de l'armée, le jour où le bombardement de Bouaké a lieu, décidé par le président Chirac, le général Poncet exécute l'ordre qui lui a été donné de Paris. Et dans l'affaire Mahé, le général Poncet obtient un non-lieu. Au même moment où on condamne à de lourdes peines les soldats qui ont étouffé Mahé. Mais, à mon avis, et de ce que nous savons aujourd'hui du dossier, que si le général Poncet a obtenu un non-lieu, parce que dans l'armée, on ne peut pas plus condamner celui qui a exécuté un ordre que celui qui l'a donné. Parce que c'est celui qui a donné l'ordre qui porte l'entière responsabilité, tout au moins la responsabilité la plus importante. Et finalement, eh bien, il a obtenu un non-lieu. Et les militaires français, un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée française, se sont indignés du fait que le général Poncet a obtenu un non-lieu. Mais ce que je sais, moi aussi, de la carrière du général Poncet, parce que j'ai essayé aussi d'enquêter sur sa carrière, notamment il a été au Rwanda, mais il a fait beaucoup d'autres choses, notamment aussi au Kosovo. C'est pas toujours quelqu'un qui a un comportement